Stéphane et merci à mesdames et messieurs d'être venus aussi nombreux pour ce sujet. Alors c'est vrai que ce sujet il est très peu médiatisé. Comme le dit Philippe de Villiers à propos de l'Union Européenne, c'est un peu comme un monde des abysses, il ne supporte pas la lumière, vous allez voir. Voilà, donc je me présente Philippe Murer, je suis rentré il y a 2 ans au Front National pour préparer la campagne des Européennes sur l'économie. Moi je suis un économiste, alors je travaille aussi sur l'écologie parce que c'est mon 2e sujet, parce que j'ai écrit un livre sur la transition énergétique. Et donc je suis économiste et j'ai beaucoup travaillé sur les problèmes de protectionnisme avec Jacques Sapir, Emmanuel Todt. On avait fait une association manifeste pour un débat sur le libre-échange quand ces sujets n'étaient pas du tout au cœur de l'actualité en 2010. Et après j'ai beaucoup travaillé sur l'euro aussi, où on avait un bouquin avec Jacques Sapir sur l'euro, puis on est même allé discuter avec les Allemands sur les problématiques de l'euro, comment on pourrait faire un euro-monnaie commune, avec tous les économistes allemands qui sont devenus maintenant économistes de l'AfD. Donc voilà, donc je suis aussi économiste et je suis très bien placé pour ce traité transatlantique, parce que déjà c'était un des sujets de campagne des européennes, c'est moi qui l'avais travaillé à fond. Ça avait pris un peu de temps, mais surtout je suis à la commission commerce international où c'est moi qui assiste Marine Le Pen. Donc c'est là-dessus, dans cette commission, que se discute ce traité, si on peut dire, parce qu'en fait on nous donne un minimum d'informations. Pour commencer avec la genèse de ce traité, regardons un peu l'histoire. En fait, il est vrai que les pères de l'Europe étaient tous des atlantistes, et notamment le fameux Jean Monnet, père de l'Union européenne et fondateur du Comité d'action pour les États-Unis d'Europe, qui était le premier atlantiste. Monnet ne parle pas d'ailleurs de marché euro-atlantique, mais de bloc occidental. Il suffit de lire ses mémoires, il ne s'en est jamais caché. D'ailleurs, sachez qu'en août 40, Jean Monnet est envoyé aux États-Unis par le gouvernement britannique pour négocier l'achat de fournitures de guerre. Les États-Unis ont une politique isolationniste à ce moment-là, mais il réussit après à persuader le président Roosevelt de relancer l'industrie de guerre américaine afin d'aider les Anglais à obtenir des armes. C'est la mise en place du Victory Programme, et jusqu'en 1945, il s'emploie à coordonner l'effort de guerre entre le Royaume-Uni et les États-Unis. Donc vous voyez qu'il n'a même pas servi la France, et il était purement au cœur de la machine américaine. Et on rappellera aussi que pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Américains ont essayé jusqu'au bout de favoriser le général Giraud sur les conseils de Monnet contre De Gaulle, jusqu'au moment où De Gaulle s'imposa de façon imparable. Donc l'Europe avait dès l'origine un biatlantisme. Je ne vais pas trop fouiller ce sujet qui est complexe, où il y a plein d'archives maintenant déclassifiées, mais pour ceux qui sont intéressés par ce sujet, vous trouverez sur Historia et sur le site de l'UPR, qui est un petit parti politique qui est concurrent de nous et qui a les mêmes idées sur l'Europe, des documents accompagnés d'archives officielles sur le financement par la CIA de tous les mouvements fondateurs d'Europe et donc qui sont des personnes à l'origine de la fondation de l'Union européenne. On rappellera aussi, en parlant du traité transatlantique, que Kennedy avait dit, dès 1962, les États-Unis sont prêts à souscrire à une déclaration d'interdépendance dans laquelle nous sommes en mesure de discuter avec une Europe unie des voies et des moyens de former une association atlantique concrète. On peut difficilement être plus clair. Rapprochons-nous un peu dans le temps de maintenant. En 1998, le partenariat économique transatlantique fut une initiative dans le domaine de l'économie lancée lors du sommet UE-États-Unis à Londres, afin d'intensifier la coopération bilatérale et multilatérale. Cette coopération, c'est intéressant, s'engage en faveur de l'ouverture des marchés et de la suppression des entraves dans le commerce et les investissements. Vous verrez que c'est tout à fait le thème du traité transatlantique d'aujourd'hui, donc ça remonte à très longtemps et ça a été discuté très longtemps. En 2007, un sommet entre l'Union européenne et les États-Unis à Washington, le président de la Commission, José Manuel Barroso, maintenant qui est à l'OTAN, la chancelière allemande Angela Merkel, présidente du Conseil, et le président des États-Unis Bush décident de donner un nouvel élan à la coopération économique. Ils concluent un accord cadre sur la suppression des entraves aux échanges dans tous les secteurs de l'industrie. Donc c'est les entraves aux échanges et on verra ce que ça signifie. Donc chimie, industrie chimique, génie mécanique. Le nouveau partenariat transatlantique vise à réduire les obstacles bureaucratiques et à tendre vers l'harmonisation des normes. Seuls les droits de douane étaient encore traités au sein de l'OMC, au temps où on croyait à l'OMC, parce que vous savez que le site de Doha, ça fait plus de 10 ans qu'il est commencé, et maintenant, ça ne fonctionne plus du tout. À partir de 2009, on a des textes de plus en plus précis du
Parlement européen jusqu'au lancement officiel des négociations sur le traité transatlantique qui ont commencé donc il y a 2 ans, en juin 2013. Donc on voit que ce traité vient de loin, il a été pensé, planifié pas à pas jusqu'à aujourd'hui, où maintenant nous sommes vraiment en plein dedans. Alors la première partie dont je vais vous parler, c'est du secret qui maintenant entoure et ont entouré ce traité. Donc en juin 2013, le traité est lancé, il y a un mandat de négociation qui est signé par les gouvernements et qui fixe les objectifs de la négociation auprès de la Commission européenne. C'est la Commission, donc des gens non élus, qui vont négocier pour tous les Européens, comme d'habitude, le traité avec le gouvernement américain. Les gouvernements et la Commission ont refusé de rendre public ce mandat de négociation. Mais le mandat a fini par fuiter car un officiel a pensé que c'était une bonne chose de le mettre sur Internet. En fait, ils ne l'ont pas scanné parce que je crois qu'il y avait des filigranes dessus, donc ils ont réécrit tout ce mandat. Il a fuité, des blogs ont relayé le message. 1 an plus tard, devant l'ampleur des fuites et la pression par les organisations, les ONG, les associations, la Commission européenne a reconnu que le mandat fuité était le bon. Et donc, c'est plus devenu un secret. Donc on voit qu'il y a un problème parce qu'on a des objectifs de négociation, on ne sait même pas, la Commission européenne ne peut même pas dire lesquels sont-ils. Depuis lors, qu'est-ce qui se passe au Parlement européen? Les négociations sont menées dans le secret le plus total. Les documents de négociation ne sont pas publics. Ils ne sont pas accessibles aux parlementaires nationaux, encore moins aux citoyens. Après de grosses tensions et pressions, certains textes sont envoyés aux parlementaires. Mais ils sont confidentiels, c'est impossible d'en parler à l'extérieur. Donc c'est un petit peu particulier. Là, moi je suis assistant parlementaire de Marine. Elle a fait un communiqué de presse sur un de ses documents, parce que vous savez que Marine est une fille courageuse. Elle a fait un communiqué de presse sur un des documents qui est absolument scandaleux, mais si je vous en parle, je risque d'être interdit de Parlement européen pour fraude. Voilà. Donc voilà le sens des choses. Donc je ne préfère pas vous en parler, mais vous pourrez regarder le communiqué de presse qui est sorti mardi sur ce sujet. A contrario, alors les grandes entreprises et les groupes d'intérêt sont tout à fait servis. Ils ont un accès privilégié. Puisque, et ça c'est officiel, sur 130 réunions organisées entre la Commission européenne et ce qu'on appelle les parties prenantes, alors les parties prenantes, ce n'est pas les citoyens, c'est les ONG, mais c'est surtout les multinationales. Il y a, donc sur 130 réunions, 119 avec les multinationales. Les parlements nationaux, ils n'auront pas forcément à voter sur le projet. Le sujet est débattu, mais on ne sait même pas s'ils auront à voter dessus. Seul le Conseil des ministres et le Parlement européen ratifieront ce traité. Alors pour vous dire qu'on n'est pas les seuls à penser ça, dans un entretien donné au journal Euractiv, au journal de l'Europe, le 10 septembre 2013, José Bové, alors député européen, déclarait « C'est indécent. J'étais début décembre au compte-rendu des négociations à la Commission qui se fait à huis clos. » Donc, lorsque le représentant européen indique que les négociations devaient rester secrètes, le représentant américain lui a coupé la parole et s'est lancé dans une leçon de sécurisation des communications. Il a insisté sur le fait que les Européens ne devaient parler des négociations qu'avec des téléphones cryptés, alors qu'ils ont l'indécence d'espionner et de mettre sur écoute la planète entière. Alors moi, je vous le raconte exprès parce que ça suffit, il manque de transparence. D'ailleurs, en tant que député de la Commission Commerce International du Parlement européen, nous n'avons accès qu'à des comptes rendus globaux. Donc, vous voyez qu'on n'est pas les seuls à le dire. De la même manière, alors, il ne faut pas qu'on passe pour complotiste, faites attention à ce que vous dites, parce qu'on peut le dire entre nous, mais on ne peut pas tout dire à la presse et aux autres gens parce qu'ils ne comprenaient pas. Donc là, on a le temps de discuter, donc vous ne discutez pas, les gens ont l'impression qu'on est complotiste. De la même manière, il y a un traité Union Européenne-Canada qui a été annoncé, qui est terminé, tout le monde est d'accord, le gouvernement canadien, l'Union Européenne, et en fait, ce traité, il date de septembre 2014, donc moi, c'est quand je suis arrivé au Parlement européen. Ils ne l'ont toujours pas remis à ratifier. Ils attendent la bonne occasion pour que ça passe sans faire de bruit. Normalement, on pensait qu'un mois ou deux après, il allait être traduit, tout le monde allait signer. Ils n'osent pas le remettre. Pourquoi? Parce que tout le monde considère, et à juste titre, que c'est un prélude au traité transatlantique. Ça dévoilerait ce qu'il y a dans le traité transatlantique. Donc ils ne veulent pas le remettre, c'est chaque fois reporté sine die. On pourrait vérifier, Stéphane Dei, est-ce qu'on pourrait vérifier s'il n'y a pas un micro qui fait moins de bruit? Parce que j'ai l'impression que il y avait plusieurs micros.
Excusez-moi parce que c'est vrai que ça fait un bruit métallique un peu désagréable. Au pire, j'ai un micro filaire s'il faut. Ah, pardon? J'ai un micro filaire, voilà, si jamais on ne trouve pas. Alors, oui, là, ça va être bien meilleur. Alors, pour vous montrer ça, je vais vous montrer une petite courte vidéo de 4 minutes de Philippe de Villiers. Alors, Philippe de Villiers, il est retiré de la politique. C'est aussi pour ça qu'il a de la crédibilité, qu'il vend beaucoup de livres. Il vend 100 000 livres, parce qu'il a bien expliqué qu'il donnait ce livre-là parce qu'il avait envie d'apporter la vérité aux Français de ce qu'il avait vu dans sa vie politique, mais que ce n'était pas pour son intérêt personnel, c'était pour l'intérêt des Français. Donc il est d'autant plus, on peut d'autant plus le croire. Donc je vais vous demander si c'est possible d'envoyer la petite vidéo, donc on va regarder ça. Et pour revenir au lobbying, en fait, ce que j'ai vécu à Bruxelles, il paraît que c'est normal. Et donc il y a 3000 policiers managers et 30 000 lobbyistes. Alors, tous les quarts d'heure, ils frappaient à ma porte. Et ils venaient au nom de l'industrie chimique, etc., du gaz, de toutes les grandes branches. À chaque fois que vous tapez sur votre bouton pour voter, en fait, il y a un lobby derrière. Et donc, l'Europe est un être des abysses. Ce qu'elle craint, c'est la lumière. C'est une zone grise. On ne sait pas qui achète qui. Ce qui est certain, ce que j'ai vu, moi, de mes yeux vus, c'est qu'en fait, les commissaires sont des futurs lobbyistes et les lobbyistes sont des futurs commissaires. Donc, il y a un mélange des genres qui porte à la prise illégale d'intérêt. Et ce à quoi vous avez fait allusion il y a un instant, j'y reviens, c'est une réunion qui a eu lieu le 17 mars 2007, à laquelle j'ai été mêlé par le plus grand des hasards, parce que j'avais des jours en retard, il fallait que je vienne pointer. Donc avec ma carte, je suis rentré, et là, il y avait des nœuds papes partout. Le pape, l'hyperclasse en fait. Ah bah c'était top, la super classe invisible. Et je reconnais Kissinger. Il y avait Brzezinski, il y avait des grands patrons, Anne Lauvergeon, il y avait avec des petites tables très bien achalandées. Et ils parlaient entre eux, puis il y a eu les discours, et je suis resté jusqu'au bout. Et en fait, ce que j'ai compris, c'est que c'était la trilatérale branche Europe. Ils étaient 400. Et il disait qu'il faut détruire les nations. Il disait qu'il faut détruire l'homogénéité des nations. Très intéressant. Pour pouvoir augmenter les marchés. Avoir le marché planétaire de masse. Et c'est eux qui ont inventé le mot gouvernance mondiale. Ils parlaient du réchauffement climatique. Il disait que dans les écoles, au lieu de dire aux enfants « sauvez votre pays, sauvez votre région, sauvez l'arbre qui est en face de chez vous », non, sauvez la planète, c'est là. Et il parlait de la nécessité de réunir dans le même combat les deux libéralismes, le libéralisme économique, en faisant sauter les frontières, et le libéralisme sociétal. Ils ont le droit de discuter entre eux, ce sont des chefs d'entreprise, ou discuter aussi avec des chefs d'entreprise, ils l'ont fait au Parlement européen, et pas forcément un complot. Absolument, c'est pas forcément un complot, ils n'ont pas besoin de comploter, ils ont le pouvoir. Ce que m'a dit un jour François Fillon, je lui ai dit, mais pourquoi tu vas au groupe Bilderberg? Parce qu'il est rentré, il a été agréé par le groupe Bilderberg, de même que son ami Alain Juppé l'année d'après. C'est quoi? Dans l'Évangile, on dit, faut pas mettre la lumière sous le boisseau. Ça vaut pour la franc-maçonnerie aussi. Pourquoi ils se cachent, ces gens-là? Pourquoi ils se cachent? Il vous a répondu quoi? Et il m'a répondu, incroyable la réponse, il m'a dit, que veux-tu, c'est eux qui nous gouvernent. Voilà. Donc en fait, le groupe Bilderberg, la trilatérale, ça existe. Alors, la différence entre moi et beaucoup d'autres, c'est beaucoup de gens disent, ah, c'est le complot, la conspiration mondiale. Non, mais non, ils ont le pouvoir. Ils ont le pouvoir. Et là, il parlait de quoi? Donc, c'est pas une conversation, là. Il disait, voilà les objectifs. Et parmi les objectifs, ce jour-là, en 2007, il y avait le fameux traité transatlantique. Et ce traité transatlantique qui se prépare, c'est un traité qui va installer un tribunal arbitral privé permettant aux entreprises multinationales, nationales, de traîner les États, de faire condamner les puissances publiques. C'est un traité dans lequel, par exemple,
les appellations contrôlées, les appellations protégées disparaîtront. Donc ce qui est intéressant, parce qu'après il y a 30 secondes qu'on verra après, mais qui parle d'un autre sujet, et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que ce traité transatlantique est préparé entre d'anciens chefs d'État américains, enfin d'anciens très hauts responsables américains, donc Kissinger, ministre des Affaires étrangères, Zbigniew Brzezinski, qui est le stratège américain, le conseiller stratégique américain depuis des années, et des chefs d'entreprise. Et donc il est négocié dès 2007 sans que personne ne le sache, enfin ils en parlent dès 2007, et que c'est des multinationales. Donc il y a quelque chose d'oligarchique où les citoyens, et l'État français d'ailleurs, sont complètement absents. Donc ce traité d'ailleurs, il est négocié dans le plus grand secret, et c'est pas pour rien. François Hollande, lors de son voyage aux États-Unis, l'a reconnu, il déclarait dans le Figaro, nous avons tout à gagner à aller vite, sinon nous savons bien qu'il y aura une accumulation de peur, de menaces et de crispation. Donc il savait très bien que si on le rendait public, il y aurait des problèmes. Donc maintenant on va rentrer dans le détail de ce traité transatlantique et de ses objectifs et des conséquences que ça aura sur nos vies. Donc les négociations sont menées donc, par les technocrates de la Commission avec le gouvernement américain. Il se propose de réagir donc, et le commerce et l'investissement. Il a donc 5 objectifs principaux. Premièrement, abaisser et supprimer tous les droits de douane qui peuvent rester. Alors, la plupart ont disparu, il en reste encore dans l'agriculture. Abaisser ou supprimer les barrières non tarifaires. Ce qu'on appelle barrières non tarifaires, ce sont les normes. C'est-à-dire, ça peut être des normes sociales, sanitaires, alimentaires, écologiques, techniques. Or, il y a une grande différence de normes entre les deux zones, puisque les normes aux États-Unis sont souvent moins protectrices qu'en Europe. Donc la question, c'est va-t-il y avoir un démantèlement des normes donc, de l'Union européenne? Pour les services, il s'agit de consolider le degré de libéralisation le plus élevé déjà atteint par chacun des deux partenaires. Le terme libéralisation, ça veut dire que les services doivent être complètement libres. C'est-à-dire qu'en gros, il n'y a plus de services publics. Seule la culture ne fait pas partie du champ de négociation puisque l'exception culturelle est maintenue. C'est la seule chose qu'a obtenu le président Hollande. Les marchés publics devront être ouverts aussi à tous les niveaux. Et enfin, comme le disait Philippe de Villiers, il y a la création d'un mécanisme de règlement différent entre les multinationales et les États, basé sur une justice privée, qui sont des tribunaux d'arbitrage et non plus sur la justice des États. On verra ce que ça regroupe un petit peu plus tard. Donc on voit que beaucoup plus loin qu'un accord de libre-échange, ce traité vise finalement à créer un marché unique avec les États-Unis, avec les mêmes normes, avec plus de droits de douane, donc c'est un marché unique. Et c'est là où c'est étonnant, et on voit que ça résonne avec ce que je disais au départ avec l'Europe de Jean Monnet, c'est que l'Union européenne finalement veut se dépasser pour former une zone complète euro-amérique. Pourquoi avoir voulu créer cette Europe dans ce cas-là? On ne voit pas trop l'intérêt, c'est pour faire une euro-amérique. Mais je vous avoue avoir été totalement interloqué, je pense que Philippe de Villiers l'a entendu aussi, une fois j'étais à Paris dans une conférence et j'entendais Jacques Barrot, l'ancien ministre français, qui est le mentor de Laurent Wauquiez, donc il se présente au régional pour l'UMP. C'est un ex-commissaire européen et il parlait de son rêve de faire un gouvernement mondial, en fait, directement devant une salle. Voilà. Donc, comme vous savez si bien Marseille, on peut dire qu'il y en a qui sont complètement fadas. Parce qu'un gouvernement mondial, ça veut dire que c'est des risques, si c'est un gouvernement totalitaire, personne ne pourra plus en réchapper. C'est complètement fou. Alors, sur l'abaissement des droits de douane, donc dans ce traité transatlantique, donc les droits sont très faibles entre les États-Unis et l'Europe en général, donc on en a encore dans le domaine agricole. Pour quelle raison? C'est que les pays voulaient être capables généralement de nourrir leur population pour ne pas avoir des bandes de l'étranger sur la faim et ne pas avoir à subir des pressions très importantes, ce qu'on appelle la souveraineté alimentaire. Moi je me rappelle dans mon enfance, dans les années 80, on parlait de souveraineté alimentaire, d'indépendance alimentaire. Aujourd'hui, il semble que ce soit plus d'actualité pour les gouvernements UMP ou PS. L'objectif, donc, c'est d'éliminer tous les droits sur le commerce multilatéral avec un objectif de parvenir à une élimination substantielle des droits de douane dès l'entrée en vigueur et une suppression de tous les tarifs les plus sensibles. Donc les tarifs dans l'élevage, etc. Dans un court laps de temps, selon l'ancien commissaire européen au commerce. Alors il y a deux modèles d'agriculteurs entre le modèle américain et européen. On a des grandes différences puisque
La surface moyenne aux États-Unis, c'est 1,69 km², 169 hectares en moyenne. Alors qu'en Europe, on a des fermes de 12 hectares en moyenne. Ils sont donc plus de 10 fois plus petits. Il y a 4 fois plus d'agriculteurs en Europe qu'aux États-Unis. Donc l'agriculture américaine, elle est très concentrée et très industrialisée. Ce qui leur permet de produire d'ailleurs dans de nombreux secteurs avec un prix plus bas qu'en Europe. Pour quelle qualité, c'est la question. Donc on imagine les conséquences du rapprochement pour nos agriculteurs. Sans aller très loin, on voit que nos agriculteurs qui ne sont pas assez productifs feront faillite ou alors s'aligneront sur le modèle américain avec des fermes de plus en plus immenses. Donc, au-delà de la qualité d'ailleurs, et puis aussi un élevage très très intensif. Donc au-delà de la qualité des produits agricoles, ça pose aussi le problème de la désertification des campagnes. Dans notre pays, il y a un problème majeur d'aménagement du territoire. Alors, les droits de douane agricoles, ils sont d'ailleurs loin d'être nuls, puisqu'ils sont de 14% dans l'Union européenne contre 5% aux États-Unis. Donc immédiatement, nous on a plus de droits de douane, on y perdrait plus. Mais il y a des pics tarifaires très importants en plus pour certains produits, pour protéger certains secteurs. Par exemple, les produits laitiers, on a 87% de droits de douane moyens dans l'Union européenne. On a des droits aussi élevés aux États-Unis sur d'autres produits. Pour le sucre, on est à 60% dans l'Union européenne, ce qui nous permet d'utiliser la canne à sucre des dom-toms et les betteraves dans le Nord. Pour le porc, le volaille, le bœuf, toutes les viandes, on a des droits de douane de 20%. Et les bananes, pareil, des droits de douane importants. Donc on voit que l'agriculture est quand même protégée par des droits de douane importants. Or, c'est donc complètement nécessaire, parce que si le blé français est moins cher que 10% que le blé américain, on a des coûts de production 20% plus élevés sur le maïs, donc on sera laminé. On a des coûts de production sur le porc qui sont 30% supérieurs aux États-Unis. Donc là, il n'y aura plus un éleveur qui restera debout à terme. Pareil pour le bœuf, le poulet, et pareil pour le lait. Donc ça veut dire que c'est tout notre élevage qui risque de disparaître, et comme vous le voyez, ils ont déjà beaucoup de problèmes puisqu'ils sont concurrencés. Les Allemands ont repris le modèle américain, et donc avec des immenses fermes qui sont en train de concurrencer énormément nos agriculteurs. On a vu beaucoup de choses dans l'actualité là-dessus. Donc, ces différences de coûts, elles viennent de plusieurs choses. C'est qu'il y a des très grandes exploitations, des normes plus faibles, et un soutien très important du gouvernement par différents moyens. Et il imposera sa force, il impose sa force aujourd'hui, il l'imposera après l'accord. Par exemple, concernant le lait, la différence de normes, c'est que les vaches américaines produisent plus de lait car elles sont piquées à une hormone de Monsanto qui s'appelle la somatotropine pour produire plus de lait. Il faut savoir que cette hormone de Monsanto, ça vous fait très bien quand vous entendez Monsanto, parce que c'est vrai que ça donne un peu peur, et à juste titre, c'est que cette hormone, elle a le problème, elle a la particularité, c'est que avec cette hormone, généralement les vaches développent souvent des mammites, c'est-à-dire des maladies où elles sont infectées au niveau des pieds. Donc en fait, le lait, c'est assez ignoble et mélangé en fait avec du poil très souvent, puisque ça tombe. Alors, pour vous dire, c'est compliqué avec les multinationales américaines. J'ai lu un autre livre il y a 10 ans, mais qui n'avait rien à voir sur le journalisme. Et en fait, 3 journalistes américains ont fait un sujet télévisé sur la somatotropine et les problèmes que ça posait sur la qualité du lait, sur ces histoires de pub. Sur une grande chaîne télévision, je crois que c'était CBS aux États-Unis, c'est annoncé à la radio, et à ce moment-là, Monsanto met de telles pressions sur la chaîne que la chaîne, même après l'avoir annoncé qu'elle avait une superbe enquête à montrer, elle arrête complètement la diffusion. Elle refuse la diffusion. Les journalistes énervés essayent quand même de le faire sortir. Il s'ensuit une bataille judiciaire. Conséquence, comment ces journalistes ont perdu des millions d'euros, ruinés, complètement ruinés, ils auraient été de métier. Vous voyez la puissance des multinationales et ce que ça pourrait occasionner chez nous avec les mêmes lois. Donc, hors de ce cas particulier, ces différences de coûts, elles vont donc faire peser de très grands risques sur les filières laitières, viande, sucre, bananes et certaines céréales comme le maïs. Le choix sera donc entre adopter les méthodes américaines ou mourir. On remarquera d'ailleurs que d'ores et déjà, les échanges agricoles entre les États-Unis et l'Union européenne sont positifs, mais uniquement à cause des boissons, vin, champagne, etc., et légèrement déficitaires pour le reste. Il en est de même pour la France, c'est-à-dire pour la France, il y a quelques produits qui se développent comme le fromage, le vin, mais tout le reste de l'agriculture française est en train de s'effondrer. Donc, notamment face à tous les pays, puisqu'on a de la concurrence de la viande qui vient du Brésil, des États-Unis, d'Allemagne, mais principalement de l'Allemagne qui, grâce à l'euro,
qui est une monnaie pas chère pour eux et trop chère pour nous, les Allemands sont en train de devenir la puissance agricole de l'Europe, ce qui est un peu ridicule puisqu'ils sont un pays 2 fois plus petit que le nôtre et que ce n'est pas un pays vraiment agricole. Voilà. Donc, autre sujet maintenant qui nous intéresse et qui est connecté à l'agriculture, c'est l'harmonisation des normes. Pour faciliter le commerce, en fait, le but, et ça je vous le dis, moi je l'entends régulièrement à la Commission européenne, au Parlement européen, dans notre Commission commerce international, c'est de faire qu'il y ait les mêmes normes entre l'Union européenne et les États-Unis. D'ailleurs, en fait, ils veulent faire des normes mondiales. Pascal Lamy nous l'a annoncé, c'est le grand gourou. Alors, je ne sais pas pour quelle raison, mais il n'a plus de fonction, mais c'est l'ancien patron de l'OMC, ça reste le grand gourou de notre commission. Et il aura expliqué à tous les députés, voilà, maintenant le but, c'est de faire des normes mondiales, assez hautes si possible, mais de faire des normes mondiales. Un sujet. Alors, le problème, c'est que l'harmonisation des normes, je pense que Pascal Lamy, il va surprendre tout ça, parce que l'harmonisation des normes avec les États-Unis va faire baisser la régulation dans le domaine de l'agriculture, puisque aux États-Unis, on a le droit de piquer les bœufs aux hormones, les porcs aussi à la ractopamine, qui est notre type d'hormone. On a le droit de laver les poulets au chlore pour les désinfecter. Voilà. Donc le lait, comme on l'a dit, aux hormones aussi. Les animaux clonés, parce que c'est un autre sujet, mais c'est un sujet qui touche au respect de la vie et de ce qu'est la vie, puisque nous, on vote des textes sur les animaux clonés au Parlement européen. Qu'est-ce qu'on peut... C'est une réalité aux États-Unis. Est-ce qu'on a le droit de ne pas manger des animaux clonés ou des descendants de clones? Et on vote des textes qui sont plutôt un petit peu entre deux, quoi, sur ce sujet-là. Mais aux États-Unis, aucun problème pour vendre des animaux clonés. Voilà. Ce qui n'est pas du tout le cas, je pense, en France, on n'a pas envie de ça. Voilà. Puis autre sujet, c'est que le secteur agroalimentaire américain est un de ceux qui utilise le plus d'additifs au monde. Et dans ce cas-là, le nôtre va le rejoindre. Il y a aussi le problème des abus de pesticides. Alors en France, on n'est pas parfait, mais aux États-Unis, c'est encore pire. Et de produits phytosanitaires dans l'industrie, dans l'agriculture américaine, ce sera encore plus difficile à réguler en Europe, car nous aurons donc à aligner nos normes sur les leurs. Il faut savoir que les OGM dont on nous parle, quand on vous parle des OGM, en positif, on essaie de vous dire que ça va résoudre la faim dans le monde. Dans le réel, les OGM, en fait, pour 90% des OGM, ce sont des Roundup Ready. C'est-à-dire que vous plantez votre soja dans les champs, voilà, et après vous pouvez passer avec des avions avec du Roundup à l'intérieur et votre soja résistera. En fait, il y a un grand mensonge. Les OGM, c'est quasiment que du Roundup Ready. Donc, sachant que le Roundup, autre produit de Monsanto, est un des produits reconnus comme les plus cancérigènes au monde. Alors en Argentine, je ne sais pas pour ceux qui sont un peu sensibilisés au sujet, en Argentine, il y a quand même de malformations absolument majeures à cause du soja transgénique et de ces passages d'avion au Roundup. Voilà. Donc, en fait, le sujet, c'est pas seulement donc, le problème d'échange de produits, mais de comment nous souhaitons nous nourrir plus tard. Très clairement. Quel est notre choix de société sur ce sujet vis-à-vis de l'agriculture? De quelle manière voulons-nous traiter les animaux? C'est vrai que vous le sentez bien, il y a ces immenses fermes qui voient le jour partout. Est-ce qu'on veut ces immenses fermes ou on veut autre chose, un modèle différent? Ça, c'est un vrai sujet, c'est un sujet qui est bien au-delà de l'agriculture. Il s'agit aussi de questions simples et particulières à chaque pays. Dans quel état voulons-nous laisser le sol à nos enfants? Puisque tous ces produits chimiques pénètrent dans le sol et on sait qu'ils les stérilisent. Puisqu'il y a une partie des sols en France, maintenant en Beauce. Allez en Beauce, regardez le sol, en fait, il s'effrite comme ça. Tellement il y a eu des engrais. Et en fait, le sol, les agrobiologistes vous disent qu'il est mort. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune des petites bêtes qui font la vie du sol. Donc ça, c'est un vrai sujet aussi, si on continue comme ça. De la même manière, c'est les nappes phréatiques, comment vont-elles être touchées par les pesticides et les produits chimiques. Les Américains sont beaucoup moins sensibles à ce genre de thème, et en plus, ils ont beaucoup plus d'intoxication de l'industrie, beaucoup moins de pouvoir sur ces sujets. Voilà. Donc le choix du type d'agriculture, la sécurité sanitaire des aliments, modèle alimentaire, sont des choix très importants pour les citoyens donc, de notre pays, pour lesquels les modèles divergent beaucoup entre les États-Unis et l'Europe, donc ça nous paraît être une folie de faire ça. Voilà. Il y a aussi un risque sur l'affichage des produits, parce qu'aux États-Unis, par exemple, il est interdit d'afficher qu'un produit est issu des OGM, contient des OGM. En fait, il y a eu des batailles et c'est interdit de le mettre, quoi, puisque Monsanto a gagné la bataille. Il y a eu un référendum sur ce sujet-là. Voilà.
Mais on le voit, en fait, cette harmonisation des normes, c'est déjà un risque fort d'abaissement des normes, mais ça a aussi un autre risque, c'est qu'on ne pourra plus définir de nouvelles normes. Parce que les normes seront bloquées entre les États-Unis et l'Europe, on devra avoir les mêmes normes, mais du coup, vous ne pouvez plus remonter vos normes. Vous dire que vous voulez de nouvelles politiques agricoles, de nouvelles pratiques agroalimentaires, de nouvelles pratiques d'élevage. Dans ce cas-là, vous ne pourrez plus, puisqu'il faudra que tout le monde se mette d'accord entre tous les pays, européens et américains, pour renouveler votre norme. Donc vous n'avez aucune chance. Quoi. Voilà. En plus, on le verra, si vous le faites, vous serez attaqué par les multinationales auprès du tribunal d'arbitrage dont on va parler et condamné à de fortes amendes. Donc nos normes seront alors soit statiques, soit négociées et acceptées par les Américains. L'État le plus fort étant les États-Unis. Les normes américaines seront évidemment adoptées, donnant avantage en plus aux groupes industriels américains. Pour vous dire, les Américains le disent eux-mêmes, le secrétaire à l'agriculture des États-Unis a rappelé en 2014 qu'il était peu probable qu'un accord, donc comme le traité transatlantique, soit signé si l'UE n'est pas disposée à négocier sur les questions agricoles sensibles, tous les sujets dont on a parlé. L'autre question, c'est les appellations d'origine contrôlée et les indications géographiques pour les produits agricoles qui les protègent. Par exemple, l'appellation Roquefort, est-ce que des industriels, parce qu'aux États-Unis et au Canada, il y a des industriels qui ont pris des appellations parmesan ou avec des mots très proches pour les parasiter. Voilà. Bon, donc, en fait, c'est toute la question entre la marque ou l'appellation d'origine contrôlée. Parce que c'est un peu un sujet sur lequel j'ai réfléchi. Et c'est vrai que ces appellations d'origine contrôlée sont un concept extrêmement intéressant. On le sent tous, mais je vais essayer de vous dire comment moi je le ressens au-delà des problèmes agricoles. Plutôt que de mettre en avant une marque, en fait, qui va être à ce moment-là propriété d'une famille ou d'actionnaires, et qui leur donne ainsi une rente fondamentalement. Quand vous avez une marque forte, on crée une sorte de marque collective. L'appellation d'origine contrôlée à Roquefort, c'est une marque collective qui est possédée par tous les gens qui fabriquent le Roquefort et par tous les nouveaux agriculteurs qui voudraient venir fabriquer du Roquefort. Donc, cette marque collective, elle est définie par la zone géographique homogène où il est possible de fabriquer ce produit, et de manière équivalente, et par des pratiques et des contraintes pour qu'on ait une qualité. Quoi. Pour le vin, c'est le poids de raisin récolté par hectare qui est limité, afin d'optimiser la qualité. C'est aussi l'irrigation des vignes qui oblige les cèpes à pousser plus bas. Les AOC, c'est donc une invention pour moi qui est assez géniale, puisque ça permet à chacun sur le terroir, ou voulant s'installer sur le terroir, de bénéficier de l'image de marque construite sur plusieurs siècles, sur plusieurs générations, tout en respectant les contraintes. Cela permet en fait d'allier la libre entreprise à une certaine forme d'égalité. On ne favorise pas pendant des générations une seule famille, un seul type d'actionnaire. Alors en fait, c'est tout le monde qui peut se mettre et bénéficier de cette marque à partir du moment où il respecte les contrats. Moi, je pense que c'est un système qui est très supérieur à la marque, mais que les Américains ne veulent pas. C'est un système qui n'intègre pas chez eux. Donc, on a un vrai risque sur le sujet. La Commission européenne ne dit pas grand-chose dessus. On ne sait pas ce qu'ils vont faire. Ils nous disent qu'ils vont les défendre, mais ce n'est pas du tout clair. Voilà. De manière plus générale, sur le sujet de l'harmonisation des normes, il y a tout le problème des normes sur le travail, la protection des travailleurs qui sont bien plus élevées en France qu'aux États-Unis, et toutes ces normes pourraient être remises en cause. Et pour les normes industrielles, autre sujet, abandonner nos normes et ne plus pouvoir en formuler, c'est un abandon de souveraineté terrible. Et les Américains gagneraient la bataille des normes, et en gagnant la bataille des normes sur l'Europe, vous gagnez la bataille aussi industrielle. Et le but des Américains, c'est de gagner la bataille des normes avec l'Europe pour gagner la bataille au niveau mondial. Sachant que c'est un des rares sujets sur lesquels l'Union européenne a réussi, sur les normes, il y en a sans doute trop, mais sur les normes GSM, les téléphones, etc., on a réussi à les imposer au monde entier. Alors il y a un autre sujet, ce sont les droits de propriété intellectuelle, puisque l'accord portera aussi sur les questions liées aux droits de propriété intellectuelle. On sait quel usage abusif font des droits de propriété intellectuelle l'industrie américaine, les industries agroalimentaires et pharmaceutiques notamment. Donc l'aliment sur les États-Unis signifierait probablement le brevetage du vivant, la privatisation totale des semences et l'utilisation excessive des droits de propriété intellectuelle dans l'industrie et les services. Donc c'est un autre problème qui sera traité dans le marché transatlantique. Alors sur les marchés publics, les marchés devront être ouverts à tous les niveaux. Donc le marché français aux produits américains, le marché américain aux produits français. Donc il ne devra plus y avoir aucun favoritisme pour les producteurs nationaux. Alors certes, si on le fait, nos marchés
publics seront ouverts à l'industrie américaine, mais sommes-nous bien sûrs d'être assez forts pour que les Américains fassent de même? Parce qu'en fait, les Américains peuvent jouer sur deux niveaux, le niveau fédéral, ils peuvent se mettre d'accord, mais le niveau local où les États commandent, et les États pourraient contester cet accord comme allant trop loin par rapport à la Constitution américaine. Donc on n'est pas du tout sûr que cet accord ne sera pas un jeu de dupes à ce niveau-là. Et ça pose un autre problème, c'est si les marchés publics sont complètement ouverts, en fait, on a le problème, c'est qu'on ne pourra plus réserver les marchés publics français aux groupes français. Ça signifie que ça sera impossible de favoriser nos entreprises dans les marchés publics. Ainsi, notre projet, je pense que vous êtes peut-être pour, de nourrir nos enfants prioritairement dans les cantines françaises avec les produits agricoles français, que nous jugeons plus sûrs, et puis nos agriculteurs étant à genoux, on est content de les soutenir, voilà, deviendra effectivement impossible avec ce traité. L'autre effet qui est important, c'est que quand une économie est en phase de grande récession, c'est généralement par les marchés publics, par une hausse des marchés publics qui doit être ponctuelle, que vous relancez la demande dans ce cas-là. Donc c'est ce qu'on a fait d'ailleurs encore en 2009. Le problème, c'est que si les marchés publics ne sont plus réservés du tout aux entreprises d'un pays, c'est absolument impossible de le faire, soit vous relancez l'économie du monde entier, soit vous relancez personne. Vous ne pouvez plus relancer votre économie. Quel est l'intérêt pour la France de relancer des marchés publics en phase de récession si vous relancez en même temps les États-Unis et le monde entier? Donc, ça a un effet complètement dilué de toute manière-là. Donc ça posera un vrai problème de relance là-dessus. L'autre thème, ça va être les services publics. Donc il est clairement dit dans le mandat de négociation que le but des négociations sera de lier, alors je ne vais pas vous lire la phrase, elle est trop technocratique, mais sera de faire descendre au niveau de faire monter au niveau de libéralisation le plus haut possible, en éliminant les obstacles d'accès au marché, en donnant de nouveaux accès au marché, voilà, et en reconnaissant cependant le caractère sensible de certains secteurs. Donc, pour les services, ça veut dire qu'on aura un risque très important pour tous les services publics. Certes, il y a un petit article qui dit qu'on va préserver certains marchés publics, mais il est en contradiction avec d'autres articles. Donc, on n'en est absolument pas sûr. Donc, ce traité va mettre en péril nos services publics habituellement déjà très attaqués, comme la Poste, la SNCF, EDF, mais aussi la santé, les hôpitaux, qui sont considérés comme des marchés aux États-Unis. Hein, les hôpitaux sont souscrits aux États-Unis. L'éducation, je peux vous dire, j'ai travaillé en bourse à une époque, mais déjà en 2000, il y avait des groupes d'éducation cotés en bourse. Donc c'est des chaînes d'écoles ou de facultés cotées en bourse. Vous voyez jusqu'où ça va, on a quand même un point de vue différent sur les choses. Et la sécurité sociale. D'ailleurs, généralement, ça se fait de façon un peu discrète. Comment est-ce qu'on démantèle un service public? Comment on fait pour faire ça? Vous le voyez, la stratégie habituelle de l'Union européenne là-dessus, prenons un exemple comme la SNCF. Vous aviez un service qui était bon niveau, assez peu cher. Vous obligez à ce qu'il soit concurrencé par le privé. Secteur d'activité, alors le fret, les voyageurs, etc. Vous découpez secteur d'activité par secteur d'activité, tronçon rentable en tronçon rentable. Vous démantelez ainsi des sources de profit du monopole public, du service public, et vous arrivez au résultat que vous connaissez aujourd'hui. La SNCF, en fait, se comporte comme un service, comme une entreprise privée, et les tarifs n'arrêtent pas d'augmenter. Vous le voyez, pour aller à Paris, pour aller à Lyon, etc., ça devient incroyable. En fait, vous faites en sorte qu'il y ait des concurrents privés qui puissent se mettre en concurrence. C'est ce qui arrive avec EDF en novembre. Les entreprises privées vont pouvoir accéder à plein d'autres, c'est même pas des producteurs, c'est des vendeurs d'entreprises privées, qui d'ailleurs sont totalement artificiels, puisqu'ils achètent leur électricité EDF pour la revendre. Ça n'a pas beaucoup de sens, ils ont très peu de capacité de production. Et de la même manière, on démantèle comme ça les services publics. Et c'est le même projet qui est fait. Alors ça se fait sur un temps long, donc on ne le sent pas vraiment venir. Ça fait 25 ans que ça continue sur ce sujet-là. Donc en fait, le but avec le traité transatlantique, c'est que tous les secteurs publics, ils ne disent pas qu'ils vont tout démanteler, mais ils disent qu'on mettra des concurrents dans tous les secteurs publics. Donc du coup, ça reviendra exactement au même. Au niveau social, le risque est très important, puisqu'en fait, on va mettre tous les travailleurs français en concurrence là maintenant absolument frontale avec les travailleurs américains. Or, il faut savoir, moi ça me paraît toujours étonnant, même en tant qu'économiste, selon le prix Nobel d'économie américain Joseph Stiglitz, aux États-Unis, le revenu médian baisse continuellement, celui des salariés est inférieur à ce qu'il était il y a 40 ans. De 1975 à 2015, le revenu médian a baissé.
Le revenu médian, donc c'est le revenu qui partage, en fait, le niveau qui partage ceux qui gagnent le 50% de moins à 50% et le plus. Ce n'est pas le revenu moyen. Le revenu moyen a augmenté, mais ça a augmenté pour les tranches les plus hautes, les 10%. Tous les autres, la moyenne, en fait, ont vu le revenu baisser. En fait, maintenant, il y a 2 personnes qui travaillent dans le couple, mais ils gagnent à peu près autant qu'il y a 40 ans. Cet accord, il sera donc très mauvais pour les travailleurs français, puisque ça va avoir tendance à faire baisser les salaires et à augmenter le chômage à ce sujet-là. Alors maintenant, il y a un autre thème, donc très important, qui est les tribunaux d'arbitrage privés pour les multinationales. Donc ça s'appelle, en termes technocratiques, résolution des différends entre investisseurs et États, qu'on appelle aussi ISDS. Donc j'ai déjà lu le document, alors pas celui sur l'ISDS américain qui n'est pas sorti, mais sur celui de l'ISDS négocié avec Singapour. On négocie avec tout le monde. Je vous assure que les craintes ne relèvent pas du fantasme et que c'est exactement ce que je vais vous dire après. Donc, cette disposition, qu'est-ce que c'est? Elle donnerait à toute entreprise américaine investissant dans un pays européen, comme la France, le droit de porter plainte devant un tribunal d'arbitrage privé contre un État dont une mesure quelconque serait de nature à porter atteinte à ses profits actuels ou futurs. Donc ces mesures peuvent être explicitement des changements de normes. Donc l'État décide de changer une norme ou une collectivité, à ce moment-là, vous pouvez être attaqué devant ce tribunal. Donc les industriels pourraient contester, potentiellement obtenir des dommages et intérêts considérables si des États ou des collectivités décidaient de changer de norme, ce qui impacte leur perspective de profit. Donc un tel mécanisme est déjà en vigueur dans certains traités bilatéraux entre 2 pays et a donné lieu à plus de 560 litiges déjà dans le monde, commandant des compensations financières élevées et l'abrogation, évidemment, de nombreuses lois visant la protection des consommateurs, de la santé publique et de l'environnement. Alors, qui sont les gens qui sont nommés dans ces tribunaux d'arbitrage? Ce sont en fait généralement des avocats d'affaires spécialisés dans un secteur, par exemple en informatique. Et le vrai problème, donc, c'est des gens qui sont, c'est pas des juges privés, publics, ce sont des avocats d'affaires. Et donc ces avocats d'affaires hyper spécialisés, hyper pro, en fait, ils sont embauchés par ces multinationales pour de nombreux sujets, par Apple, par IBM dans l'informatique. Donc, que pensez-vous, pour qui vont-ils trancher quand il y aura des batailles? Ils auront envie de trancher pour les multinationales qui les emploient habituellement. Voilà, donc ça va donner un immense pouvoir aux entreprises transnationales et ça mettrait fin à la capacité d'un État comme la France de réguler ou de changer sa réglementation au fur et à mesure de l'arrivée d'informations nouvelles. Par exemple, le gaz de schiste, voilà, on a pris la décision de l'interdire au vu des informations. Maintenant, s'il n'est pas interdit qu'une entreprise l'exploite, elle pourra vous attaquer pour avoir des dommages et intérêts. Ou même si elle a le projet d'exploiter, puisque c'est non seulement les profits actuels, mais c'est les profits futurs. C'est là où c'est génial. Pareil pour les OGM, pour le tabac, les produits pharmaceutiques, les émissions de gaz à effet de serre. Ça va même, il y a eu même des attaques contre les États pour avoir augmenté leurs cotisations sociales, puisque les entreprises gagnaient moins d'argent. Donc, au final, la France ne pourra plus décider de ces normes de santé publique si elle souhaite s'en doter. Alors, donc ça veut dire que toute nouvelle réglementation devrait être plus basse qu'avant, donc sinon on sera attaqué. Alors, le problème, c'est qu'en fait, du coup, vous changez la justice qui est à l'heure actuelle nationale, vous la faites passer à une justice privée. Donc, c'est là où le projet va très très loin, complètement fou. Voilà. Sachez qu'un mécanisme d'arbitrage identique a été mis en place dans l'accord de libre-échange entre les États-Unis et le Canada, mais aussi entre l'Union européenne et le Canada, le fameux accord qui n'a pas encore été finalement signé. Donc, dans le cadre de l'ALENA, le Canada a été à ce jour poursuivi 30 fois par des firmes américaines devant un tel mécanisme. Il a été condamné au total à payer 226 millions de dollars à ces firmes qui contestaient donc des règles, des réglementations, des législations pour protéger la santé et l'environnement. Un exemple actuel, c'est que le Québec a décrété un moratoire sur l'exploitation du gaz de schiste au vu des risques pour la santé humaine par la pollution des nappes phréatiques notamment. La multinationale Longpine, qui avait une licence pour exploiter du gaz de schiste, attaque aujourd'hui le Canada devant un tribunal d'arbitrage pour perte de profits futurs liés vis-à-vis de cette décision. Donc vous voyez que c'est vraiment une épée de Damoclès sur les États. L'Australie, elle a été attaquée par les multinationales du tabac sur le paquet neutre qu'elle a mis en place. Je ne suis pas spécialement pour le paquet de cigarettes neutres, mais en tout cas,
c'est le choix du gouvernement canadien. Voilà. À l'heure actuelle, le Parlement européen, qui est quand même quelque chose de très très à l'écart, où les parlementaires sont choyés comme des coqs en pâte, qui est vraiment à l'écart du monde, se sent quand même qu'il y a une offensive très forte des ONG contre ce sujet, puisque c'est pas possible, c'est indéfendable au niveau politique de vouloir une justice privée, donc ils essayent d'édulcorer. Bon, alors, ceci dit, les nouveaux textes qu'ils nous ont envoyés, alors ils proposent une possibilité d'appel, mais ça ne changera rien du tout. Il y aura un tribunal d'arbitrage et un tribunal d'arbitrage d'appel. Donc ils sont en train d'essayer, mais en fait c'est marrant parce qu'il y a une colère des citoyens incroyable, mais ils n'arrivent pas à reculer quand même. Voilà. Donc ils reculent, ils font semblant de reculer sans reculer réellement. Alors, qu'est-ce qui a été mis en place contre ce traité transatlantique? Le sujet, vous l'avez vu, il est très très peu visible dans la presse. Moi je regarde tout ce qu'il y a autour de ça. De temps en temps on a des choses, mais très très peu. Nous en parlons quand nous pouvons, mais la presse ne relaye jamais notre message. D'ailleurs, avec Marine, on avait fait une conférence de presse avec Marine Le Pen, qui a étendu saucé, on avait fait une conférence de presse, 60 journalistes, on avait des flashs partout, on n'avait même pas parlé tellement il y a des flashs de photographes. Simplement, il y a eu 3 retours sur 60 journalistes. Donc il y en a 57 qui ont préféré jeter le papier à la poubelle, plutôt que de dire ce qu'on vous disait dans cette conférence, mais de façon très résumée. Cependant, ce qui est important, c'est que dès que les gens entendent parler de ce traité, même s'ils sont à l'UMP, au PS, ils sont quand même assez effrayés. Donc, moi, j'en ai fait la découverte avec de nombreux amis, et ça peut convaincre les gens de faire très très attention à l'Union européenne. Alors, il y a une initiative d'ailleurs actuellement de citoyens contre le traité transatlantique qui a été menée par le collectif Stop TTIP, qui est plus mené par des gens de l'extrême gauche, du front de gauche, mais de tous les pays d'Europe. Il a recueilli en un an, sans aucune publicité, près de 3,3 millions de signatures. Ce qui est, pour ceux qui ont déjà fait des pétitions, des choses comme ça, c'est absolument monumental. Surtout sans aucune publicité par la presse. Donc cette pétition, elle est effectuée dans l'espèce d'ersatz de référendum qu'a mis en place l'Union européenne, qui s'appelle les initiatives citoyennes européennes, qui était fait pour que la Commission puisse être interrogée par les citoyens. Normalement, il faut obtenir 1 million de signatures de 7 pays, avec un minimum par pays. Pour la France, ça doit être 50 000, par exemple, pour l'Allemagne, 60 000, etc. Et 1 million en total. Donc, on les a largement dépassés, mais la réaction de la Commission européenne, du Parlement européen, ça a été d'ignorer l'initiative citoyenne européenne en trouvant une astuce juridique pour dire qu'elle n'était pas valable, alors qu'elle était parfaitement valable, en disant que les citoyens se mêlaient de choses qui ne les regardaient pas, le commerce international. Bon. Donc voilà où on en est à ce sujet-là. Alors qui signera ce traité? Alors là c'est un vrai sujet, puisque l'ancien commissaire au commerce a dit il faudra que le collège des 28 commissaires européens donne son feu vert au texte définitif que je vous présenterai avant de passer à la ratification par le Conseil des ministres, où sont les États membres, et le Parlement européen. Il a une volonté très claire de la Commission européenne de ne pas ratifier ce texte par les parlements nationaux. Ils vont tout faire pour ne pas le faire, parce que sinon il y aura une publicité à ce traité qui sera faite forcément par le passage au Parlement national, et ils veulent éviter ce débat. Normalement, pourtant, c'est un accord mixte. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement un accord de commerce, ça touche à beaucoup d'autres sujets, et donc cet accord devrait être ratifié par le Parlement national, mais on n'est pas sûr que ça sera le cas. Parce que le problème, c'est que de toute manière, lorsque le texte sera prêt, un État comme la France pourra-t-il résolument dire aux 27 autres pays de l'Union européenne, de la Commission européenne, qui laissez-nous négocier et puis on vous présentera le texte. Mais quand le texte sera prêt et qu'il engagera tous les pays en même temps, comment vous voulez dire non au Conseil des ministres, le ministre français dise non, alors que les 27 autres ministres sont d'accord et que les États-Unis seront aussi d'accord et dira je ne signe pas. La pression sera absolument insupportable. C'est pour ça qu'il faut médiatiser le sujet maintenant. Qu'est-ce qu'il y a derrière aussi, en fait, ce traité transatlantique? Ce n'est pas seulement un sujet économique. Parce qu'on le voit que ce traité livrera l'Union européenne, en fait, aux États-Unis, sur l'alimentation, les normes, le tribunal d'arbitrage. En fait, c'est pour finir de cadenasser l'Europe, de définitivement l'arrimer à un bloc atlantiste que les États-Unis veulent mettre en place. Mais cela va encore beaucoup plus loin. Alors, ça c'est un texte que j'ai remarqué, et pour vous dire, Marine n'a pas osé le sortir pendant les élections européennes, tellement c'est gros. En fait, c'est un texte de la communication de la Commission au Conseil,
et au Parlement européen de mai 2005. Ça s'appelle, donc il parle d'intensifier le dialogue transatlantique des législateurs, donc des parlementaires, qui serait constitué de représentants du Parlement européen et de 2 chambres du Congrès américain. Première étape vers une assemblée transatlantique à part entière. Ils imaginent faire une assemblée transatlantique. Elle regrouperait des membres du Congrès américain et du Parlement européen pour former une nouvelle assemblée. Le Parlement européen a affirmé dans une résolution, c'est sur Internet, hein, je ne vous mens pas, vous pouvez le trouver. Moi je l'ai trouvé sur Internet en faisant des recherches sur le traité pour le sujet, et donc je suis tombé en tapant transatlantique sur ce texte. Et donc dans une résolution d'avril 2007, voilà ce qui est écrit: les échanges interparlementaires existants devraient être graduellement transformés en une assemblée transatlantique de fait. Voilà le projet qui est en place. On nous disait que l'Europe était donc chargée pourtant de faire contrepoids aux États-Unis. La France devait utiliser la puissance de l'Europe pour conserver sa puissance relative. C'est tout l'inverse qui se passe. L'Europe nous livre à la puissance autoritaire. La grande peur, effectivement, des Américains, c'est que la fin potentielle de l'euro entraîne la fin de l'Union européenne et donc de leur domination sur une part du continent. De la même manière, les États-Unis sont en train de signer un traité transpacifique qui est plus avancé d'ailleurs, mais qui ne comprendra, donc avec l'Asie, mais qui ne comprendra ni la Chine ni la Russie, pour essayer d'arrimer des pays d'Asie et contrecarrer la Chine. En fait, cette accélération est due au fait que les Américains voient que toute la stratégie de containment de la Chine se passe mal. La Chine devient une puissance concurrente redoutable pour les États-Unis au plan économique. La Russie l'étant sur le plan militaire, même si elle n'a pas une puissance équivalente. Les États-Unis ont l'impression que leur hégémonie mondiale pourrait être menacée. Et si on regarde, plus ils agissent en hégémone, plus les autres pays sont inquiets et prennent des mesures pour y échapper. Ainsi, les leaders chinois, indiens, russes, brésiliens et sud-africains ont des liens très étroits au niveau diplomatique et ont de plus en plus d'initiatives pour contrebalancer la puissance américaine, qu'ils jugent de plus en plus dangereuse. Ainsi, ces alliés ont créé une banque avec un capital de 100 milliards de dollars pour concurrencer la Banque mondiale et le FMI, qui est tenue principalement par les Américains et un peu par les Européens. De la même manière, l'amende de 10 milliards sur BNP Paribas sur application de lois extraterritoriales américaines, puisqu'on a mis une amende à BNP de 10 milliards, ce qui est quand même pas rien à BNP, parce qu'elle avait fait des transactions entre la Suisse et le Soudan. Et ça n'avait rien à voir avec les États-Unis. Ça avait à voir avec, mais simplement avec le dollar. En fait, ça fait extrêmement peur aux Russes et aux Chinois, parce qu'ils se disent en fait que les lois américaines peuvent les toucher n'importe où. Donc ça les force à essayer de développer des systèmes alternatifs de coopération. En fait, ce qu'on voit, c'est que plus on se rapproche des États-Unis, plus on s'éloigne du monde entier. En fait, c'est une leçon qui est à méditer, puisque les autres pays ont peur. Nous sommes donc en pleine bataille d'influence pour savoir si demain le monde sera unipolaire avec les États-Unis qui dominent tout, ou multipolaire. L'UMP et le PS, ils votent systématiquement pour le traité transatlantique et ils sont pour un monde unipolaire. Le Front National, lui, voudrait un monde multipolaire. C'est-à-dire, c'est très clairement pour nous l'intérêt de la France. Mais en cela, il faut bien le comprendre. La relation du Front National avec la Russie, c'est pas du tout de se jeter dans une dépendance à la Russie. L'idée, c'est d'équilibrer notre relation avec les autres puissances du monde, que ce soit avec les États-Unis, la Russie, la Chine. Un monde multipolaire n'est pas du tout une dépendance à la Russie, certainement pas. Alors juste, est-ce qu'on pourrait reprendre la vidéo là où elle était pour justement montrer que finalement c'est ce que Philippe de Villiers sent sur ce sujet. Donc en fait, c'est un traité qui va faire découvrir ce qu'est le fameux rêve européen. Le rêve européen n'était pas de construire une nation nouvelle à la place des nations défuntes à Maastricht. Le rêve européen, c'était de livrer un espace sans nation, sans gouvernement, sans démocratie, sans limite territoriale, de le livrer au marché planétaire de masse sous clé américaine. Et quand on disait ça, nous les conscrits de Maastricht, des gens comme Séguin, Pasqua, Chevènement et Le Pen, on nous disait vous êtes des menteurs, vous exagérez. En fait, on était en dessous de la réalité. Oui, ça fait un peu peur, mais je crois que c'est malheureusement la réalité. Donc malheureusement, c'est la réalité qui est en train de se dévoiler.
Et voilà. Et comment, en fait, on peut en être arrivé à cette absurdité? Parce que c'est vrai que c'est évidemment absurde d'avoir de tels projets. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que je vais régulièrement dans cette commission, donc j'entends les parlementaires européens discuter, débattre du libre-échange, de ce traité transatlantique, etc. Alors, le commerce, pour eux, en fait, c'est d'abord la garantie de la paix. Le commerce, c'est la paix, c'est une phrase, on va pas ils ne vont pas vous l'expliquer ou le documenter, mais c'est leur antienne générale. Mais le commerce, c'est aussi la promesse de croissance économique infinie. Il faut bien comprendre que c'est devenu une idéologie, parce qu'une idéologie, une idée absolument indépensable et au-dessus de toute réalité. Ainsi, en fait, dans cette commission, des fois, on vous délivre des études d'impact qui vous montrent qu'un traité de libre-échange va avoir très peu d'effet sur la croissance économique, même selon les gens qui sont proches de la Commission européenne qui le délivrent, mais ce n'est pas grave. 2 minutes après, ils vont vous dire que cet accord apportera de la croissance. C'est le cas pour le traité transatlantique où les études qui sont achetées par la Commission européenne ne prévoient qu'un tout petit plus de croissance grâce à ce traité. Les autres études prévoient tout le contraire. Nous voyons donc une idéologie à l'œuvre, tout comme le communisme. Plus une idéologie. Quelle que soit la réalité, il faut faire plus de libre-échangisme comme il fallait faire plus de communisme pour la croissance. C'est là où l'UE devient vraiment un phénomène dangereux et incontrôlable. Vous n'imaginez pas le niveau ridicule des débats au Parlement européen. Intellectuellement, c'est parlementaires européens, mais non, mais ça vole vraiment pas haut. C'est vraiment très très limité. Qu'est-ce que fait le Front National contre ce traité? Nous, on passe notre temps à faire des communiqués de presse. Des communiqués de presse presque jamais relayés. On fait des actions au Parlement européen, des réunions. On a donc, comme je vous ai parlé, des actions publiques aussi. Le Front National Jeunesse a fait des actions sur ce sujet pour combattre ce traité, mais on n'arrive pas à enclencher le sujet dans le débat. Donc ça, c'est un vrai sujet, c'est comment on peut enclencher ce débat au niveau français et le montrer. Donc, à un moment donné, on avait pensé une campagne d'affiches, après on est rentré dans les régionales, c'était trop tard, mais il faudrait y réfléchir. Alors je vais vous montrer juste une vidéo de Marine Le Pen au Parlement européen qui vous donnera un exemple de ce que nous défendons dans les institutions européennes. Parce qu'on n'a rien à cacher, nous on n'a pas de double discours, on n'est pas comme le PS. Donc si on peut lancer la vidéo de Marine au Parlement. Martin Schulz. Lors de la dernière session de ce Parlement à Strasbourg, vous avez essayé d'empêcher les députés de voter pour les amendements déposés sur le traité transatlantique en utilisant une obscure procédure parlementaire. En fait, vous aviez peur que ce Parlement vote des amendements s'opposant au traité transatlantique. Vous avez échoué dans votre tentative. Puisque finalement, tous les amendements seront soumis au vote demain devant cette Assemblée. Mais nous nous souviendrons tous que votre attitude a révélé un profond mépris de la démocratie, alors même que votre rôle de président de ce Parlement commande en toute occasion l'attitude inverse. Vous savez, les mêmes causes entraînent les mêmes effets, et c'est précisément ce mépris et cette morgue que les Grecs viennent de vous renvoyer à la figure, et mon Dieu, ce retour de boomerang nous fait un bien fou. Mais revenons au fond de notre dossier. Nous avons donc dans les mains un rapport du Parlement européen visant les négociations du traité transatlantique. Hormis quelques amendements proposés par des députés courageux, ce document est une vaste fumisterie. Le Parlement européen ne fixe aucune ligne rouge à la Commission européenne sur ce très dangereux traité transatlantique. Vous le savez, ce traité est pourtant une bombe. Notre agriculture de qualité peut disparaître en Europe si nous laissons nos paysans en concurrence frontale avec les agro-industriels américains. Ceux-ci n'ont aucun problème pour élever 40 000 vaches dans le bâtiment de fer Oax Farm, injecter des hormones à tous les animaux vivants pour qu'ils grandissent plus vite, laver au chlore les poulets, épandre du Roundup sur les champs entiers d'OGM Roundup Ready. C'est ce que vous voulez? Ramener notre agriculture à ce niveau de qualité? Couler les paysans qui aiment leurs produits? Vendre aux Européens une alimentation d'une qualité de plus en plus médiocre? Mélanger du vin blanc et du vin rouge pour en faire du rosé? De surcroît, ce document ne fixe aucune contrainte contre l'alignement forcé des normes européennes sur les normes américaines imposées par le traité transatlantique. Ceci est scandaleux, car les Américains n'ont pas du tout la même vision protectrice des normes que les Européens, comme les négociateurs nous le relatent régulièrement. Et que se passera-t-il une fois que les normes auront été alignées? Plus rien. Pour changer une norme, donc une protection du consommateur, une nation devra obtenir l'approbation des États membres de l'Union européenne et des États-Unis, autant dire jamais. En cas contraire, une multinationale quelconque
soi-disant lésé dans ses intérêts financiers, pourra convoquer cette nation devant une justice privée. Ce fameux tribunal d'arbitrage étant constitué d'avocats d'affaires spécialisés, il y aura bien évidemment de très nombreux conflits d'intérêts. C'est donc la supériorité d'une justice privée en perpétuel conflit d'intérêts sur une justice publique et indépendante que vous voulez organiser. Cela signifie un coup mortel, un de plus à la démocratie. Pire, ce traité transatlantique créera un marché unique entre les États-Unis et l'Union européenne, démantelant ainsi le projet européiste dont vous êtes pourtant un des idéologues les plus convaincus. Tout ce texte n'est qu'une vaste déclaration d'intention faite pour couvrir ce Parlement contre les conséquences néfastes du TTIP. Messieurs les députés, les Européens ne vous ont pas élus pour vous couvrir ou pour vous coucher. Ils vous ont élus pour les représenter et pour les défendre. Ce document est en dessous de tout. Hormis quelques amendements s'opposant au traité transatlantique, nous le combattrons donc de toutes nos forces. Vous voyez qu'on ne tient pas un double discours, on vote contre tous les textes et on s'y oppose. Voilà, donc après, à voir comment est-ce qu'on peut faire vivre ce débat, etc. et en parler autour de nous. Voilà, ben je vous remercie. Si vous avez des questions... Avant même que le traité ne soit en place, le verre est déjà dans le fruit. Moi, je pense à un document qui circulait sur LCP il y a 2 mois. C'est sur le contrôle du porc en Roumanie par les Américains. C'est hallucinant. Ils se sont rendus maîtres de tout ce qui est produit en Roumanie déjà. Et nous, on ne sait pas en France pourquoi la crise du porc en est là où elle en est. Il faut savoir que le porc sort à 1 euro. 1 euro, je dis bien 1 euro, j'ai dit des chiffres parce que à la télévision, on a vu ces chiffres donnés par le gouvernement, on va garantir à la criée, en Bretagne, le porc à 1,28 ou un truc comme ça. Il y a longtemps... 1,35, oui, mais il y a longtemps qu'en fait, ça n'a pas été garanti, il n'est même pas à 1,32. Et il y a longtemps que Pochonou, Aoste et bien d'autres sont dans cette combine de récupérer ce porc produit en Roumanie à 1 euro. Donc vous voyez qu'entre nos éleveurs français et la réalité agroalimentaire en France, il y a eu un contournement, il y a déjà des dévoiements. Tout à fait. Alors j'ai vu un reportage similaire, et alors ce que ça montrait, c'est qu'en plus en Roumanie, il y avait énormément d'agriculteurs. D'un coup, on a détruit toute cette agriculture traditionnelle, donc ça fait plein de gens au chômage, des usines gigantesques de porc qui produisent pas cher. Alors il y a une autre chose qui est importante, c'est qu'il faut voir que les gens qui travaillent dans ces usines étaient extrêmement malheureux. Parce qu'en fait, c'est la torture des animaux de travailler dans ces usines. Donc les agriculteurs, enfin les éleveurs, ils passent dans un monde qui n'a plus rien à voir. Donc, ça les rend aussi malheureux, ils en souffrent aussi. Et je pense que nos agriculteurs souffrent aussi, d'après ce que je sais en Bretagne, de devoir avoir des élevages absolument gigantesques. Voilà. Vous avez raconté les désavantages qu'on peut avoir des entreprises américaines qui pourraient venir attaquer sur notre sol grâce à ces boulots privés. Est-ce que la Commission européenne est assez con pour ne pas faire le... Alors, on pourra faire l'inverse aussi. Hein. Les multinationales européennes pourront attaquer. Mais le problème, c'est que la justice, là, on casse complètement quelque chose de fondamental. C'est plus la justice publique qui tranche, c'est une justice privée. Et donc, c'est qui a le plus d'argent pour payer. Vous vous rappelez, le dernier tribunal d'arbitrage en France qui a eu lieu, c'est quand même un des plus grands scandales publics de tous les temps. C'est quand même Sarkozy, qui pour avoir quelques voix de tapis, lui avait promis qu'il gagnerait son affaire. Et après cela, effectivement, il y a eu un tribunal d'arbitrage avec tout un tas de magouilles, et on s'est retrouvé avec Bernard Tapie qui devait donner 500 millions d'euros. C'est-à-dire que chaque Français donnait quand même 8 euros de sa poche à Bernard Tapie. Voilà, multiplié par 60 millions de personnes pour que M. Tapie ait 500 millions d'euros. Vous voyez, et on voit que les arbitres ont été achetés. Et pourtant, en plus, ce n'étaient pas des avocats d'affaires véreux. Il y en avait un, c'était l'ancien président, je crois, du Conseil constitutionnel. Quelqu'un de très, très haut placé. Et malgré tout, voilà, il y a eu une corruption généralisée sur le sujet. C'est pour ça qu'on n'en veut absolument pas. Pour nous, il doit y avoir une justice publique. Oui. Quelles sont les forces en présence au Parlement européen pour et contre ce traité? Alors, les forces en présence.
Le Front National et les partis souverainistes qui sont nos alliés sont contre. Le Front de gauche y est opposé, pas pour les mêmes raisons, parce que le Front de gauche trouve que le commerce international c'est bien. Mais là, il trouve que ça va trop loin et que ça défavorisera trop, et puis les normes, ça les met mal à l'aise. Parce que le Front de gauche, en fait, les partis du Front de gauche européen, alors je ne parle pas du Front de gauche français, mais tous les autres aussi, c'est vrai que le Front de gauche français, on n'en a aucun dans notre commission. En tout cas, je ne les vois pas beaucoup. Mais le Front de gauche, donc les partis d'extrême gauche, sont plutôt pour les traités de libre-échange, de façon étonnante, parce que ça ne favorise vraiment pas les travailleurs. Les Verts, au départ, ils étaient dans une position équivoque. Nous, on a sans doute le meilleur, c'est Yannick Jadot, qui est sans doute le plus doué de la délégation verte française. Maintenant, ils sont franchement opposés, ils râlent. Parce qu'ils voient ce problème des normes agricoles, et ça ne leur plaît pas. Le libre-échange, c'est pas un problème, mais les normes agricoles, ils ne veulent pas y toucher. Et en revanche, UMP, PS, enfin, et qu'ils soient français ou au niveau européen, votent main dans la main. Donc le PS fait un peu semblant ils disent on n'est pas pour le tribunal d'arbitrage. Alors on leur remet un petit texte un petit peu identique. Enfin, il faut savoir, en fait, juste je vais vous dire comment ça se passe dans ce Parlement parce que c'est assez révélateur. En gros, parfois il y a des commissaires au commerce, celui qui négocie avec les États-Unis qui vient. Donc on lui pose des questions sur le sujet, on attaque, etc. Qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est pas comme dans un Parlement français où la personne répond directement. Il y a 10 parlementaires européens qui posent des questions, et à la fin, ils répondent aux 10 questions d'un coup. Tout le temps comme ça. Ce qui veut dire qu'en fait, voilà, et puis il ne répond pas à vos questions. C'est-à-dire, vous posez une question concrète, il dit j'ai bien entendu, vous n'êtes pas tous d'accord, donc on fera au mieux entre vos intérêts, et il ne répond pas forcément. C'est quand même. En fait, c'est pas du tout de la démocratie. Hein. Voilà, ils cachent absolument tout ce qu'ils veulent. Généralement, on s'endort parce qu'ils ne disent rien. Ils ne veulent rien dire. Oui, alors je souhaiterais savoir comment ça se fait qu'un pays comme l'Écosse arrive à avoir une agriculture traditionnelle et combien de membres du Parlement écossais sont là et ce qu'ils font. Alors, ils sont plutôt représentés par les Britanniques, hein, puisqu'ils n'ont pas obtenu leur indépendance, même s'ils n'étaient pas loin, ils sont représentés comme les Britanniques. Alors par contre, là, je n'ai pas une spécialité où je pourrais vous dire comment est-ce qu'ils arrivent à avoir une agriculture traditionnelle. Alors c'est vrai que le bio, par exemple, en France, remettons les choses à leur place, parce que les Français, les journalistes français sont les rois pour dire que les Français sont des nuls, ils ne montrent jamais le côté positif. Vous vous en rappelez peut-être sur le vin, on disait les producteurs français sont nuls. Les producteurs français ont fait d'énormes efforts de qualité, etc. Maintenant, tout va très bien, mais ils n'en parlent pas. Alors qu'ils ont parlé beaucoup au début de l'an 2000 qu'on était nuls et qu'on était en décrépitude. De la même manière, le bio, ça explose en France. On est maintenant au-dessus de l'Allemagne en termes de production bio et de consommation bio. Mais ceci dit, ça pourra toujours rester, ça ne sera pas la majorité. En tout cas, tant que les conditions économiques seront aussi basses que les gens auront aussi peu d'argent, on ne pourra pas avoir une agriculture traditionnelle. Les gens ne font pas attention au prix. D'ailleurs, il y a un autre scandale. Là, à côté du carré où je travaille, il y a un Franprix. C'est sans doute ce que vous remarquez vous aussi dans vos supermarchés. Ils vendent tous les fruits d'Espagne à 4,99 €. Voilà, c'est 3,99 ou 4,99. Or, les fruits en Espagne, quand vous les achetez là-bas, ils valent autour de 90 centimes. Donc c'est le prix de vente. Le prix d'achat, il doit être à 50 centimes. Donc ils font x10. Donc, comment vous voyez, ils pourraient vendre des produits de super qualité. Donc ils préfèrent vendre des produits achetés 50 centimes en Espagne, vendus quasiment 5 €. L'agriculture traditionnelle, de toute manière, si on ne change pas fondamentalement les règles du jeu, on ne pourra rien faire. D'ailleurs, l'idée, c'est peut-être de faire un coefficient multiplicateur écrit. C'est-à-dire moi, c'est une idée que je propose à Marine, après, je ne sais pas ce qu'elle en pensera, mais c'est de dire que quand vous achetez à 5 € un fruit, vous sachez qu'il a été acheté à 50 centimes au producteur. Je peux vous dire que rien que le fait de l'afficher, deux prix, le prix d'achat au producteur, le prix d'achat au consommateur, le prix de vente au consommateur, il n'y aura plus de problème de marge complètement hallucinant. Absolument. Je vais essayer. Les Américains, ils ont l'American Buy Act et puis le Small Business Act.
vont-ils renoncer à cela? C'est toute la question, quoi. En fait, sur les marchés publics, on n'est pas du tout sûr. Ils ont effectivement un Buy American Act qui leur permet d'acheter prioritairement de la commande publique aux entreprises américaines. Ils ont le Small Business Act qui permet aussi d'acheter aux PME si elles ne sont pas plus chères que, je ne sais plus si c'est 5% ou 10% qu'un grand groupe pour le même produit. Moi, je ne suis pas sûr qu'ils y renoncent. Effectivement. Je ne vois pas par quelle manipulation un droit privé, un arbitrage par des avocats pourrait dépasser le droit régalien d'un État, que ce soit une dictature, que ce soit le droit fédéral ou le droit d'un État américain. Quel va être le texte qui va permettre qu'une justice privée soit supérieure à la justice d'un État? A priori, dans l'affaire Tapie, l'État de l'époque a demandé un arbitrage pour définir la somme. Mais c'était quand même une procédure faite sur la justice française. Alors, qu'est-ce qui va faire que le droit de chaque État, le droit régalien de chaque État va pouvoir disparaître? C'est déjà un peu le cas, parce que, par exemple, la Cour européenne des droits de l'homme ou la Cour de justice européenne nous dit non, vous n'avez pas le droit de faire ça. Alors, ça reste... c'est déjà un peu le cas. Et après, je ne sais pas, ils vont se contorsionner pour dire que notre Constitution l'accepte. Donc, on n'a plus de justice... il y a un moment. Et ça, je vais vous dire, le Conseil constitutionnel, C'est pas d'hier, hein. le premier devoir, l'article, je crois que c'est un des premiers articles, dit que, en fait, le rôle des gouvernants est de respecter la souveraineté de la France et de défendre la souveraineté de la France. Or, c'est exactement l'inverse. Ils donnent notre souveraineté. Donc, si vous voulez, le Conseil constitutionnel, si on est au pouvoir, mais tout faire pour nous mettre des bâtons dans les roues, là, ils font tout pour faire en sorte que, sans changer la Constitution, on puisse la détourner, quoi. La Constitution, elle est détournée. Là, là. C'est ça. Oui. C'est un petit peu, je suis un peu naïf, mais je voulais rebondir sur votre dernière question. Comment enclencher ce débat? On est en pleine campagne des régionales, des élections régionales. Et tout ce que vous avez dit, c'est totalement antinomique avec le programme économique de Marion, ici en région PACA. Et je me dis, comment enclencher, ou faut-il enclencher? Parce que je ne me vois pas, pas plus tard que ce matin, discuter avec les gens sur ces choses-là. Non, mais vous avez raison, dans la campagne des régionales, elle n'est pas axée là-dessus, et on va pas enfin, si on leur parle de ça, ça va leur paraître trop loin. Donc, attendons, et on essaiera de faire une grosse campagne sur le sujet. Vous avez raison, c'est pas le bon moment, a priori. Oui, mais c'est pas antinomique. Non, c'est pas antinomique. On peut le faire. L'année prochaine. Oui, l'année prochaine. Dans la logique de privatisation des services publics, on voit de plus en plus d'entreprises de mercenariat aux États-Unis. Est-ce qu'on peut envisager, à moyen ou très long terme, une privatisation des services de l'armée, ou en tout cas des services... C'est un peu ce qu'a proposé Sarkozy jeudi, c'est faire contrôler la vitesse par les sociétés d'autoroutes, à commencer à donner des choses de la police, des tâches de la police à des sociétés privées. D'ailleurs, en fait, on voit que derrière, il y a une idéologie, parce que en quoi ça va coûter moins cher, parce qu'à la rigueur, il n'y a pas que moins cher, mais en quoi ça va coûter moins cher que ce soit des agents privés, en plus qui vont empiler des bénéfices par-dessus, qui le fassent plutôt que les policiers. Ça n'a vraiment absolument aucun sens. Et oui, tout est envisageable de toute manière à ce niveau-là. Je crois qu'il y a un exemple terrible. On a une presse qui est usée en réalité par la trilatérale, par les multinationales. Parce que on lit sur le Figaro, Le Monde, Libération, quand il y a quelques lignes sur le TAFTA, sur l'accord, c'est 3 lignes. Donc en réalité, alors que ces journaux traitent parfois de sujets beaucoup plus mineurs en mettant 2 pages, 3 pages de dossiers dans Le Monde en particulier, qui a la réputation de se faire des dossiers très complets. Les journaux appartiennent aux industriels. Donc manifestement, c'est là ce que je voulais conclure, c'est qu'entre Niel, Dassault, Berger ou compagnie, ils tiennent la presse. De toute façon, il y a 7 milliardaires, il y a des études qui ont été faites qui montrent que 7 milliardaires tiennent tous les médias en France. Donc la situation, et d'ailleurs,
Moi, je pense qu'ils sont encore plus responsables que les politiques. Parce que les politiques qui ont voulu bouger ont tous été exécutés par la presse. Donc ça, c'est un vrai sujet qu'on aura à traiter. Comment est-ce qu'on fait pour avoir une presse libre? Et alors, je peux vous dire qu'il y a plein de journalistes tout à fait honnêtes qui vous disent, qu'ils ont, effectivement, ils s'autocensurent. Ils savent que fondamentalement, il y a des sujets sur lesquels c'est compliqué de parler. Et le traité transatlantique en est un. Alors Le Figaro est probablement le journal, il est contrôlé aussi par M. Dassault, mais il est probablement le journal qui est le plus honnête à ce niveau-là. Et quand on a fait la conférence à Paris sur le traité transatlantique, ils en ont fait un écho sur le Figaro.fr, etc. Ils en ont parlé très clairement. Alors que bon, Le Monde, etc., Libération, alors là, il n'y a vraiment rien qui en sort. Mais c'est vrai qu'il y a un problème de pluralisme, le fait que la presse dépend complètement du pouvoir économique, c'est un problème évident. Et le courrier international, est-ce qu'il est toujours un peu neutre ou pas? Je suis pas sûr. De toute façon, ils reprennent des articles de presse des autres pays. Il les censure, il les coupe des fois. Un peu valoratuel. C'est un vrai sujet. On ne peut pas avoir de démocratie qui fonctionne, de république qui fonctionne, si on n'a pas les médias. Parce que non seulement c'est eux qui peuvent donner l'information, c'est eux qui peuvent travailler beaucoup pour aller sortir des dossiers. Parce qu'il y a des dossiers, nous, il y a certains dossiers, on ne peut pas tout visualiser. Les organes de presse sont parfois 200 personnes pour travailler. Donc ils vont aller fouiller des dossiers et qui sont intéressants pour la vie démocratique et la vie politique. Et ça ne peut pas fonctionner, une démocratie sans presse. Est-ce que ça explique la position de De Villiers maintenant, qui toute sa vie politique, a toujours tout voté? Il était contre les sujets. Oui, d'accord, pas Maastricht, mais tout le reste, il n'a pas quitté, c'est les partis qui l'ont voté. Après, lui, il avait le problème de l'amender. C'est clair, c'est ça, monter son CD. En fait, dans l'interview, qui est une interview faite par TV Liberté, TV Liberté, qui est quand même un organe qui fonctionne, je crois, avec quelques milliers d'euros par mois. Qui fait et donc, franchement, c'est vraiment merci à eux de faire vivre un peu de pluralité avec aussi peu d'argent et de moyens. Donc, à mon avis, des salaires qui ne sont pas très très élevés. Mais effectivement, De Villiers était de toute manière coincé parce qu'il était président de sa région et que c'était compliqué. Vu que vous avez parlé que la presse n'en parle pas et qu'on a vu que la propagation de nos idées se fait plus sur Internet, est-ce qu'il n'y aurait pas une action à faire directement sur Internet, comme font les Black Blocs, sur la diffusion du TAFTA? Non, on est d'accord. On est en train de faire une petite vidéo sur le sujet. Moi, je pense qu'Internet, ça ne suffit pas. Il faudrait aussi une campagne d'affiches ou des choses comme ça, bien ciblées au bon moment. Parce qu'Internet, tout le monde ne va pas voir des sujets, mais ça peut être un vecteur, très intéressant, mais il faut plusieurs supports pour toucher le maximum de personnes. Oui, monsieur. Ce traité transatlantique, il va être en vigueur dans combien de temps? En fait, ils auraient déjà voulu le signer. Après, on est au 11e round de négociation. Peut-être qu'il y a encore 1 an de négociation avant que ça aboutisse. Donc ça peut rentrer après, il faudra le temps de le signer, etc. Peut-être 2017 ou quelque chose comme ça, s'il rentre en vigueur. Enfin, on espère que non, quoi. Franchement, c'est quand même pas certain que ça entre en vigueur, parce que ça commence à monter, quoi. Les pays qui se posent un peu la question. Pardon ? Bonjour. Qu'est-ce qui pourrait faire capoter le traité transatlantique? L'action des citoyens. L'action des citoyens. Qui est 10 fois plus dure, parce qu'il n'y a pas les médias qui la relayent, qui est le lien entre les citoyens, qui permet que tous les citoyens aient l'information. Donc c'est une action plus locale, des campagnes d'affiches et des choses comme ça. Voilà, une campagne de résistance locale. On voit qu'en France, c'est important parce que en France, par exemple, le nombre de signatures est, à un moment donné, c'était 10 fois plus bas qu'en Allemagne. Il y avait, sur les 3,3 millions, il y en avait 1 million en Allemagne, 100 000 en France. On est passé à 200 000 en France. Mais en fait, pourquoi? Parce qu'en Allemagne, la presse parle beaucoup plus. En France, elle en parle beaucoup moins, parce que de toute façon, de toute manière, si elle en parlait, le UPS perdrait 5%. Voilà, immédiatement. Et les manifestations? Bon, voilà, il faut passer à la vitesse supérieure maintenant. Après, il est raisonnable. Ouais, il faudra passer effectivement. Voilà. Ouais. C'est un combat, parce que c'est une menace monstre.
Non, tout à fait. Après les régionales. Moi, je pense qu'une campagne nationale d'affiches, ça serait bien. Non, mais aussi la oui, c'est ça, c'est pour ça. Bonjour. Pourquoi ne pas attaquer directement le nouvel ordre mondial, la dénonciation? Puisqu'on parle du peuple. Qui va dénoncer le traité transatlantique? Oui, mais quelque part, c'est l'ordre avec les multinationales qui ont le pouvoir, effectivement. Rien n'est impossible. Rien n'est possible. Ah non, tout à fait. Non, mais de toute manière, moi je pense que de toute manière, je pense que les patriotes vont réussir et que tout ça va se terminer. Je pense que c'est en train de monter très fortement, très clairement. Mais après, il faut être prudent, c'est-à-dire que c'est vrai que faut être prudent parce que sinon on se fait accuser de théorie du complot, mais c'est vrai que tous les commissaires deviennent lobbyistes et les lobbyistes deviennent commissaires. L'ancien commissaire au commerce dont je parlais, je citais plusieurs fois, là il est dans plein de multinationales. Je veux dire, derrière ils reprennent des pouvoirs partout. Mais le niveau de corruption est devenu absolument hallucinant de toute manière. Je pense que d'ailleurs on ne s'imagine pas à quel point il est fort dans la société française. Au Parlement européen, Gilles Le Breton, en fait, ils ont doublé la taille du Conseil de la Cour de justice européenne. Les gens sont payés des fortunes. C'est 25 000 € par mois, plus des équipes, je ne vous dis pas, etc. Et ils ont doublé la taille. Alors, Gilles Le Breton a proposé un amendement à la Commission en disant d'accord, si vous votez le texte, ceux qui votent le texte n'ont pas le droit de devenir juges à la Cour de justice. Donc la taille sera doublée. Ils ont tous voté. Voilà. Donc, en fait, ils ont voté le truc pour eux-mêmes pouvoir se mettre dans les belles places. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonjour. En fait, c'est pour revenir sur le traité et l'accent que vous avez... Allume ton micro, s'il te plaît. Pour revenir sur l'accent que vous avez porté sur le traité et le fait qu'on livrerait les marchés nationaux aux marchés américains et aux marchés internationaux. Est-ce qu'il y aurait moyen de démontrer à nos élites françaises que leur intérêt est la France et qu'ils devraient défendre les marchés nationaux comme l'indépendance de la presse, leur démontrer en réalité qu'il faudrait se tourner plus vers la France et non se fondre dans les marchés internationaux? Là, je crois qu'aucune chance. Moi j'y croyais aussi. Les Sapir, moi je veux comparer à Sapir, à ces gens comme ça, à Todd, etc. Ils y croyaient aussi en 2010. On a fait le manifeste pour un débat sur le libre-échange avec un traité qui montrait que 70% des Français veulent du protectionnisme. On est allé parler aux hommes politiques, on est allé parler des chevènements, à des gens de droite, de gauche, on les a invités. Moi j'ai fait plein de conférences où on avait invité des gens du Front National, de la gauche, de la droite, tout le monde, pour que les gens discutent. Et en fait, vous vous rendez compte que non, ces élites-là sont totalement corrompues, elles ne bougent pas du tout, elles ne peuvent plus bouger. Même en leur démontrant qu'avoir un patriotisme économique, ça serait dans leur intérêt économique. Oui, c'est dans leur intérêt, mais ils sont trop liés, trop dedans, ils veulent pas, quoi. Bien sûr que là, de toute manière, si vous regardez les choses en face, l'UMP et le PS, on assiste à un effondrement, moi je trouve, on a l'impression d'assister à un effondrement idéologique, c'est-à-dire qu'on voit qu'ils sont de moins en moins crédibles, et là ça va à toute vitesse là, depuis quelques mois, mais malgré tout, ils ne vont pas changer, parce que c'est trop tard, et puis de toute manière, le problème c'est qu'après avoir menti, ils disaient en fait Marine Le Pen a raison, alors ils ont dit que c'était une folle, dangereuse, etc. Ils disaient le Front National et Marine Le Pen a raison. Ça voudrait dire, en fait, je vous ai menti, etc. pour faire barrage, et puis c'est plus possible, quoi. Ils sont obligés d'aller jusqu'au bout. Voilà, par leur intérêt, sinon ils se décrédibilisent complètement. De la même manière, si on sort de l'euro, il n'y aura aucun problème, mais eux, ça les grillerait complètement. Parce qu'ils ont dit que ça serait la catastrophe sur Terre si on sortait de l'euro. Voilà. Or, il y a eu un nombre d'unions monétaires qui sont défaites. La Tchécoslovaquie, par exemple, c'est un des arguments. Tchécoslovaquie, c'est coupé en deux. C'est un pays unique avec une seule monnaie. Ils sont coupés en deux, je crois, autour de 1995, en République tchèque, Slovaquie. Ils ont coupé en deux monnaies différentes. Vous n'en avez jamais entendu parler. Ça n'a pas fait un pli, c'est-à-dire qu'il n'y a eu aucun problème. Et Václav Klaus, qui a parlé à Marine Le Pen en privé, lui a dit, mais en fait, aucun problème, ça s'est fait en une semaine. Mais si ça se passe,
si ça se passe, effectivement, les autres sont grillés, puisque Sarkozy a dit que ça doublerait ou triplerait la dette de la France. Donc évidemment, comme c'est complètement faux, ils sont grillés. Donc là, ils sont, à un moment donné, je pense que dans les années 2009, 2010, ils pouvaient bouger. Après, ils n'ont pas voulu bouger à ce niveau-là. Ils se tenaient tous, et maintenant, c'est trop tard. Pardon ? Moi, je suis pas sûr que l'euro va s'effondrer de lui-même. Il y a des gens qui pensent qu'il va s'effondrer. C'est possible s'il y a des problèmes économiques trop graves et que ça implique des décisions que l'Allemagne ne voudra pas prendre, que l'Allemagne ne voudra jamais utiliser les euros pour relancer l'économie européenne, ou des choses comme ça. J'ai assez discuté avec les Allemands pour le voir. Ils n'ont pas créé de monnaie. Ils veulent bien créer de la monnaie. Par exemple, 1000 milliards pour relancer les marchés financiers, comme cette année. Par contre, 1000 milliards, ou même 200 milliards pour relancer l'économie réelle et vos entreprises, vos emplois, ça, ils ne veulent pas. Ça, c'est quand même une des contradictions du système complètement majeure. C'est-à-dire on balance des centaines de milliards d'euros pour les marchés financiers qui font monter les bourses et les actions qui ne revient pas dans l'économie réelle. Par contre, pour créer des emplois, des activités réelles, faire la transition énergétique des panneaux solaires, 0 €. Mais l'euro, c'est un système politique, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas le faire sauter. Par contre, c'est vrai qu'il y a des contradictions. L'Allemagne, reconnaissons-le, dans le cas de la Grèce, les Allemands là-dessus, ils ont proposé à la Grèce de sortir de l'euro. Ils voulaient que la Grèce sorte de l'euro. Parce que pour eux, une monnaie, c'est une monnaie de règles. Il faut suivre les règles jusqu'à la mort. Quoi qu'il a. Et donc, comme ils leur ont proposé, alors ils leur ont imposé quelque chose de monstrueux, mais ils leur avaient proposé de sortir de l'euro. Donc le système commence un peu à se disloquer. Parce que, voilà. Mais bon, est-ce que ça va se disloquer tout seul ou est-ce qu'ils vont le faire tenir politiquement? Pas simple, quoi. Sauf si la crise est très grave, ils essaieront de le faire tenir. Moi, je pense que c'est... Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, bah, écoutez, je vous remercie. Moi, je reste... Je reste à votre disposition si vous voulez qu'on discute un petit peu de ce sujet. À bientôt.